Bonjour à tous. Alors nous sommes le 7 janvier. Le nom des terroristes de l'attentat de Charlie Hebdo vient d'être dévoilé et je m'installe simplement à mon ordinateur en tapant leur nom sur Google. Et ainsi j'arrive à découvrir que Cherif Kouachi était déjà sur la liste des terroristes en 2005. Je découvre aussi qu'il est un fumeur de shit des cités, qu'il fume, qu'il boit et qu'il se définit comme un musulman occasionnel. Quant à son complice, Koulibaly, comme les journalistes le feront par la suite, je découvre déjà un article qui mentionne qu'il a visité Sarkozy à l'occasion d'une conférence. Pour sa campagne, je peux aussi trouver des commentaires dans les articles qui montrent un peu son extrémisme. L'autre côté obscur de Lolly Reputation, c'est qu'en même temps, une personne qui porte le même nom qu'elle subit des brimades sur Facebook parce qu'on pense que c'est elle. De plus, lorsque certains politiques s'expriment, ils peuvent être mis devant leurs anciens propos. Ici, c'est l'exemple où, en 3 ans d'écart ou quelque chose comme ça, le discours change et donc un petit internaute va chercher dans l'historique, il trouve son ancien tweet et le confronte par rapport à ses idées qu'il avait avant. Récemment, François Hollande a eu exactement la même chose à cause de cette loi qu'il a fait passer, où on a été rechercher une de ses anciennes citations. Alors qu'est-ce que finalement ça nous dit? C'est que nous laissons des traces et que finalement Google nous les montre. Autre exemple, quand les avocats choisis du tueur du musée juif de Bruxelles, on peut faire un rapide historique de leur profil et on arrive à trouver des photographies comme celle-ci, c'est-à-dire en train de faire une quenelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où si on était aujourd'hui sur le web, vous n'existerez pas. Parce que pour l'instant, il n'y a que moi qui parle. Et sur le web, pour exister, il faut parler. Si vous n'avez pas de compte Facebook, si vous n'avez pas de compte Twitter, si vous n'avez pas de LinkedIn, vous n'existez pas. On tape votre nom, il n'y a rien. Et donc, il faut trouver de quoi parler. Et pour trouver de quoi parler, il faut avoir quelque chose à dire. Et donc, il y a toute cette thématique et cet enchaînement qui se fait. À tel point que maintenant, on arrive à des choses, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller à une conférence sans dire qu'on y est. On ne peut plus organiser une conférence sans montrer que ça tweet, pour montrer qu'il y a des gens, pour montrer qu'il y a des exposants, pour montrer qu'il y a des choses qui se passent. Et donc, on est vraiment dans un mécanisme où on cherche à laisser des traces pour dire « voilà comment j'existe ». Et comme vous êtes bien gentil, ces traces, vous les laissez à un endroit, votre ordinateur, sur un serveur ou autre. Évidemment, il peut arriver qu'il y ait quelqu'un de mal intentionné qui accède à toutes ces traces. Ce n'est pas à Sony que je vais le dire, ni même au Celebgate qu'on a eu. Parce qu'avant, pour espionner gentiment quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez faire, ou une entreprise? Par exemple, vous alliez faire les poubelles. C'est pas très folichon, mais c'est des pratiques qui existaient. Vous allez fréquenter les restaurants loisirs et proches des concurrents pour entendre des discussions. Vous faisiez boire quelqu'un dont vous saviez qu'il savait travailler dans l'agence pour qu'il parle. Ou vous alliez faire une petite pause cigarette juste en bas du building pour entendre un peu les discussions. Maintenant, il suffit de demander à Google, c'est-à-dire que si on prend une phrase toute simple comme confidentiel sur le site du gouvernement français, j'arrive à trouver des documents confidentiels, juste en tapant les mots qu'il faut. Mais il ne faut pas croire non plus que les endroits que vous avez cadenassés, qui sont complètement publics, privés, le restent. C'est-à-dire que vous avez des pratiques, comme ici, où on essaye de vous ajouter sur Facebook ou sur Google+, alors qu'en fait, on veut juste voir ce que vous dites derrière. Par exemple, moi, j'avais eu cette charmante dame que vous voyez sur la gauche qui m'a ajouté au moment où je travaillais pour une agence de communication sensible. À mon avis, ce n'est pas pour mes analyses social media qu'elle m'avait rajouté. C'est une petite intuition. Sur Facebook aussi, vous indiquez des traces et finalement, on voit avec un outil de recherche qui s'appelle l'Open Graph Search qu'on peut retrouver des gens par rapport à ça. Ici, c'est un simple exemple, mais en gros, c'était une recherche d'hommes qui recherchaient des hommes, mais à Téhéran. Et donc là, pour le gouvernement iranien, si on veut mener une expédition punitive contre les homosexuels, c'est très simple via Facebook.
Pour les entreprises, ça peut être également embarrassant, c'est-à-dire qu'on peut classer les marques ou les employeurs en fonction d'un critère. Ici, par exemple, c'était le nombre d'employés qui aimaient les pages racistes. Donc là, effectivement, pour les reputations des entreprises, c'est problématique. Sur Twitter aussi, on suit les gens sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'on a intérêt pour quelque chose. Et du coup, ce que vous followez est accessible à n'importe qui, normalement, sauf si vous mettez votre profil en confidentiel. Et donc, on peut arriver à des schémas comme ici, c'est-à-dire que j'ai extrait ce qu'un de mes anciens profs de l'ULB suivait, et on peut voir qu'il suit beaucoup de comptes francs-maçons. Ce qui fait que là, on me donne j'ai une information juste en allant voir qui il suit. Et finalement, ça pourrait vous faire peur et donner une face sombre de l'e-reputation, mais en fait, je tiens quand même à rassurer, d'une part, il y a très peu de gens qui savent faire ça, parce qu'on est au tout début du domaine. Et donc en Belgique, ça doit se compter sur les doigts d'une main, ceux qui savent vraiment maîtriser les outils ou qui savent tout ce qui est possible de faire. En France, on a un peu plus. Et deuxièmement, c'est que si vous laissez des traces, ça veut dire que vos clients aussi. Et donc, à partir de ce constat, vous pouvez dire, j'ai une gigantesque opportunité, parce que si vous écoutez le web, vous mettez en place une veille, vous écoutez vos clients, vous savez avoir des informations primordiales. Par exemple, si vous voulez étudier votre secteur, vos concurrents, il suffit de les suivre et voir ce qu'ils disent, les traces qu'ils laissent. De même chose, certains métiers ont complètement changé, c'est-à-dire que si vous prenez un simple exemple, mais quelqu'un qui reçoit des appels téléphoniques parce qu'il y a des accidents sur la route ou autre, ou des pompiers parce qu'il y a des incidents, avant on était obligé d'avoir un centre d'appel, de recevoir ces centres, maintenant on peut aller à la pêche à l'information. C'est un simple exemple, lors d'une conférence sur police et médias sociaux, il y avait eu un cas où quelqu'un avait mentionné cannabis. Eh ben, si la police met un moteur de recherche avec la mention cannabis, elle peut réagir en temps réel. Et donc ça change profondément les choses. Donc toutes ces traces, ça constitue une opportunité. Un deuxième changement, c'est qu'on vit une époque incroyable, c'est-à-dire que tout peut être filmé. Absolument tout. On a pu, la semaine passée, il y a eu un crash d'avion. 1 heure après, j'étais capable, depuis mon canapé, de voir ce qui s'était passé et de voir l'avion se crasher. Même chose, on a pu vivre une opération du GIGN en direct, où on voit carrément les moindres actes des policiers et de ce qui s'est passé. On voit la personne carrément mourir devant nos yeux. Et du coup, ça c'est problématique. Pourquoi? Parce que si tout peut te filmer, les employés aussi. Et alors ici, par exemple, vous aviez un exemple, c'est-à-dire Domino, un employé de Domino qui s'était filmé en train de mettre des crottes de nez dans les ingrédients. Du coup, là, c'est problématique parce que tout le monde peut le voir. Et du coup, un employé qui avant n'était pas filmé peut devenir un instrument contre vous. Si c'était la même chose, c'est-à-dire qu'une cliente d'un McDonald's ouvre son hamburger et elle découvre une croix gammée à l'intérieur. Et là, ça explique un peu toute la nouvelle problématique, c'est-à-dire qu'avant, typiquement, quelqu'un ouvrait, remarquait ça, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait voir le directeur du restaurant en disant « Mais enfin, c'est scandaleux ce que vous avez fait. J'exige des excuses et j'exige que l'employé soit complètement licencié. » Maintenant, son premier réflexe, c'est quoi? C'est de prendre une photo, faire un tweet, et tout le monde le voit et tous les journalistes sont sur le coup. Et même avant, vous pouviez dire, même si ça sortait dans la presse, non, on a exagéré, c'est pas exactement ça, ou oui, c'est une problématique isolée, mais non, bam, j'ai la preuve matérielle de ce qui s'est passé. Elle est devant moi, je ne peux pas la nier, je ne peux pas l'amoindrir, je peux juste dire, ça s'est passé, nous sommes désolés. Ça peut même être des endroits complètement privés. Ici, c'était par exemple l'école 42, donc c'est l'école qui a été créée par Xavier Niel, c'est une école d'informatique, où le directeur de l'école a été filmé en train de mettre une fessée à une de ses collaboratrices. Et ça a été filmé, et apparemment c'est sorti. Et donc dans la presse, il n'y avait pas moyen de nier. Tout le monde a pu voir ça, évidemment, comme c'est croustillant en plus, ça fait le tour de la toile. Je m'en voudrais aussi en Belgique de ne pas mentionner notre chère Raymond, donc la secrétaire générale du 7K, qui a été filmée par tout le monde, mais qui s'en foutait. Selon elle, avant que 819 000 vues plus tard, ça fasse un buzz complètement national. C'est-à-dire que dans un pays à 11 millions d'habitants, avoir plus de 819 000 vues, c'est absolument énorme.
Mais pour moi, ce n'est pas le seul phénomène qu'on peut observer à travers Raymond, c'est-à-dire que Raymond, c'est vraiment un symptôme de ce que j'appelle le phénomène des égéries éphémères. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a deux médias. On a par exemple la TV qui nous montre des choses qui sont mainstream, entre guillemets, et de l'autre, on a des gens qui tweetent en direct. Et si vous dites exactement ce qu'on voit sur l'écran, vous n'êtes pas très intéressant. Typiquement, ici, c'était la manifestation de François Hollande, après Charlie Hebdo. Ce qu'on voit, tout le monde le voit, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas avec ça qu'il y aura des retweets, qu'il y aura des mentions, il n'y aura rien. Du coup, on va aller chercher la petite bête, le petit truc, le petit détail que personne n'a vu, pour être intéressant. Parce que souvenez-vous, pour exister sur le web, il faut avoir quelque chose à dire. Mais pour avoir quelque chose à dire d'intelligent, il faut quelque chose que personne n'a vu. Si aujourd'hui, vous tweetez uniquement ce que je dis dans la salle, vous pouvez tous être en train de le faire. Par contre, si vous trouvez le petit détail qui fait la différence, la deuxième personne qui va voir votre tweet va se saisir du tweet parce qu'elle aura quelque chose qui est unique, etc. Et donc, on va avoir toutes ces égéries éphémères qui vont surgir. Si vous vous souvenez un peu du mariage de Kate Middleton, on devait parler de tout, sauf de Pippa Middleton. Et pourtant, on n'a parlé que d'elle. C'est pas non plus en Belgique que ce visage vous est innocent. C'est-à-dire qu'Axel de Spiegelard, elle a fait le tour du monde aussi. Pourquoi ? Juste parce que le match était ennuyant et dans les tribunes, à un moment, il y avait un détail qui a attiré l'attention, qui a fait parler. Et comme ça a fait parler, les médias ont dit « Ah, c'est pertinent, j'en parle », et il y a eu vraiment tout un appareil médiatique qui s'est enclenché. Le problème de ça, c'est que comme c'est des égéries éphémères, c'était des gens comme vous et moi. Et sur le web, on s'habitue aux normes avec lesquelles on discute. C'est-à-dire que vous avez des normes, vous avez des gens, vous avez des amis qui connaissent peut-être votre humour, qui connaissent votre situation, qui connaissent l'entièreté de ça. Et donc vous adaptez à ces normes, c'est-à-dire que vous avez une certaine forme d'autocensure pour votre univers proche. Le problème, c'est que il y a eu ça, par exemple. C'est-à-dire que c'est une simple photographie d'Axel de Spiegelard dans un safari. Dans son entourage, ça n'avait choqué personne, parce que peut-être que dans son milieu social, c'est habituel, etc. Et en tout cas, ça n'avait pas soulevé les foules. Pourquoi ? Parce que d'habitude, vous avez un public habituel, et alors vous faites un message bien censuré, et tout se passe sans problème. Le problème, c'est quand vous devenez une égérie éphémère, c'est-à-dire que votre cercle augmente, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des gens pour lesquels vous n'avez pas calibré votre message. Et du coup, ça n'est plus du tout adéquat. Pourquoi ? Parce que quelqu'un vient regarder avec un regard que vous n'avez pas du tout prévu. Et donc ça, c'est problématique. Pour les marques, ça l'est aussi, parce qu'on serait tenté de se lancer à corps perdu dans une égérie éphémère, mais si on n'a pas fait le background nécessaire, il est possible qu'on ait des soucis. C'est ce qui est arrivé avec le réel, avec celle de Spiegelard, c'est-à-dire qu'ils s'en sont servis très vite fait. Et alors, il y a eu cette phrase absolument énorme, l'idée c'était d'unifier l'image de cette jeune femme dont on en parle sur le net, les réseaux sociaux, pour parler finalement de la marque. Et donc finalement, L'Oréal a fait presque une métaphore de la beauté éphémère, puisqu'ils l'ont pris et puis après ils l'ont jeté comme un Kleenex, puisque sa seule utilité c'était de faire parler sur les réseaux sociaux. Et donc là, on va avoir une problématique. Un autre cas récent, il est arrivé quelque chose à Arlon. C'est-à-dire que dans la petite ville d'Arlon, il y a eu un film pornographique qui a été filmé dans la friterie. Et alors là, scandale, ça a fait le tour du net et tous les médias en ont parlé. Et alors là, le gérant de la friterie est venu nous dire que la réputation de son établissement était réduite à néant, que tout était fini et que c'était vraiment un scandale. Mais il a rapidement vu en fait que, vu qu'il y a eu un tel déchaînement médiatique, ce gentil monsieur a vu beaucoup de personnes venir dans sa friterie et donc son chiffre d'affaires a considérablement augmenté. Et donc là, sa réputation, il n'en avait que faire dès lors et il a même lancé un hamburger spécial Jackie et Michel. Jackie et Michel, qui est la boîte de production du film pornographique. Et là, dans cette affaire, le problème, c'est Julia, donc l'actrice qui a été filmée, 37 ans, elle ne s'attendait pas du tout à ce que cette vidéo sorte. C'est-à-dire qu'elle pensait simplement que cette vidéo allait tourner dans le milieu, dans cette assemblée normative. Et finalement, tout le monde est venu parce que tout Arlon en a parlé.
Et du coup, elle n'était pas du tout préparée à ça, et elle a été licenciée de son emploi. Et donc, maintenant, finalement, c'est elle qui est la victime, et pas le gérant de la friterie. Vous avez eu aussi Yann Yambon, qui a donné une conférence à la KHV, et qui s'est dit « Ah, je suis avec un public bien acquis, donc je vais pouvoir dérouler et complètement assassiner le gouvernement et tout le reste. » Le problème, c'est qu'il ne s'est jamais dit que dans la salle, c'était possible qu'il y ait quelqu'un qui n'était pas du tout dans cette norme, mais qui pouvait faire sortir d'un simple tweet, d'un simple article. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, il y a ce phénomène de multiplication des publics, ce qui fait que avant, par exemple, vous pouviez cibler une personne très clairement à travers un message de communication ou un média. Prends un simple exemple, mais vous licenciez des gens, vos employés ne sont pas contents. Pas du tout. Donc là, vous allez plutôt les materner et dire « Oui, mais on est vraiment en difficulté financière, ça ne va vraiment pas en ce moment. On est obligé pour la survie de l'entreprise, sinon on est obligé de mettre la clé sous la porte. » Alors que pendant ce temps-là, à vos actionnaires, pour eux, c'est la fête, quoi. On dégraisse, il va y avoir des dividendes, et donc ça va être banco. Et donc là, vous serez tenté de dire on dégraisse, on a un nouveau truc, et donc c'est très bien pour nous, c'est une opportunité, etc. Le problème, c'est que sur le web, vous ne pouvez pas segmenter vos messages. C'est-à-dire que si vous mettez un message quelque part, il n'y a rien qui dit que personne ne va pas le reprendre et le montrer à quelqu'un que vous n'avez pas prévu. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à Garnier, c'est-à-dire que Garnier, il y a une photographie de militaires israéliennes qui a circulé avec des photos des produits. Le problème, c'est qu'en temps normal, c'est très bien, c'est très porteur pour la marque de supporter, c'est une image positive. Mais en fonction du public qui va regarder le message, la logique va être tout autre. C'est-à-dire que pour les Palestiniens, savoir que pendant qu'ils se tapent des bombes, il y a les militaires israéliennes qui se refont une beauté avec Garnier, ça ne le fait pas trop en termes d'image de marque. Et donc, il va y avoir ce problème pour les marques. Le cas qui, pour moi, symbolise à peu près tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est Serge Aurier. Vous avez un footballeur qui est simple adolescent. Et donc, vous avez tous été adolescents, et donc vous avez tous eu certaines paroles, vous avez été fan de, je ne sais pas, quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de dire. Ceux qui maintenant sont fans de One Direction ne voudront pas le dire dans 10 ans, tout comme ceux de Tokyo Hotel ne diront jamais qu'ils ont été fans de Tokyo Hotel maintenant. C'est exactement la même chose. Vous aviez Serge Aurier qui a 3 ans, donc c'était un simple adolescent, il joue au foot comme tout le monde, ok, qui était sur Twitter et qui publiait des messages. Et là, il a 19 ans et il signe au PSG. Et donc là, boum, il y a un décadrage, son public est grandement agrandi. Et par contre, il y a quelqu'un qui va aller faire la revue de tous ses tweets, pour aller trouver le tweet compromettant. Et évidemment, ça va arriver. Et là, on vous met un tweet que vous avez fait il y a 3 ans, qui n'est plus du tout vous, qui n'est pas du tout la personne que vous êtes devenue, et pourtant on vous le reproche. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé une trace à un moment, et vous avez changé de public. C'est-à-dire qu'au moment X, le public, il n'y avait aucun problème. C'est parce qu'à un moment après, par le temps ou autre, ça devient problématique. Mais quand vous avez laissé une trace, à n'importe quel moment, on peut vous la ressortir. Le 4e changement, c'est que maintenant, le consommateur devient un média à part entière. C'est-à-dire qu'avant, si vous disiez quelque chose, c'était dans votre cercle purement familial, vos amis ou autres. Maintenant, il suffit d'un tweet pour que tout soit visible à tout un chacun. Il suffit finalement qu'il y ait des retweets pour que ça fasse du bruit et qu'on y arrive. Vous avez un simple exemple ici, c'est-à-dire Deleuze. Vous avez une personne qui se rend dans son Deleuze de proximité. Et il remarque une publicité pour un pyjama qui lui fait penser à un uniforme de prisonnier juif. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend et dit « c'est scandaleux Deleuze ». Il y a 4 tweets seulement, et pourtant, toute la presse francophone en a parlé. Juste sur base de ce tweet. Et donc là, ça nous dit que il suffisait d'un tweet pour qu'un journaliste le voie et que ça soit publié. Vous avez le cas extrême, c'est-à-dire qu'il y a un utilisateur qui s'est plaint de British Airways en disant que leur service était vraiment exécrable, et il a payé pour faire la promotion du message. En soi, la promotion du message lui a juste donné 900 impressions. 900 impressions, si je faisais le tour de toutes les salles aujourd'hui des conférences et que j'allais dire un seul message, j'aurais 900 impressions. C'est pas si énorme que ça. Le problème, c'est que c'est la première fois qu'un utilisateur, un internaute va payer pour montrer son mécontentement de façon publique.
Et donc toute la presse va prendre le message, et là on n'est plus à 900 impressions. On a des milliers, des centaines de milliers. Et donc là, on a un média qui devient, le citoyen qui devient un média à part entière, mais aussi parce que le média s'empare du citoyen. Et de plus en plus, vous avez des journaux du web, vous avez la section buzz, vous aviez même un blog de l'ADH qui était Alors on buzz. Et donc là, forcément, c'est des gens qui maintenant ont une ligne éditoriale sur le buzz, et donc forcément, il leur faut quelque chose. Ils ont une rubrique, tous les jours, ils doivent trouver quelque chose à dire. Et donc, ils attendent que ça, ils attendent que du bruit, ils attendent que du croustillant. Et donc, il y a d'office une visibilité qui va être apportée à ça. Cinquième changement, c'est la justice du web. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un problème avec quelqu'un, c'était très simple. Vous alliez voir dans un code pénal ou un code civil, est-ce qu'il respecte, est-ce que je ne peux pas l'attaquer? Des fois, on ne regardait même pas le code civil ou le code pénal, on se disait, il n'a pas assez d'argent pour survivre, donc je l'attaque. Et donc, il suffisait de faire ça. Le problème, c'est que maintenant, vous faites ça, la personne sort sur les réseaux sociaux, et alors là, vous avez deux actifs. C'est-à-dire que vous aviez votre plainte juridique, et c'est possible que devant un juge, vous ayez raison, mais d'un côté, vous avez la justice civile des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais enfin, c'est scandaleux, c'est pas du tout normal, et donc ils vont essayer de vous boycotter, etc. Vous avez un simple exemple, c'est le blog de Madame Le Figaro. Alors, le journal Le Figaro possède un petit cahier qui s'appelle Madame La Figaro, et certainement que le directeur marketing se lève un jour, il tape sur Google Madame Le Figaro, et horreur, il découvre un blog d'une institutrice qui parle à sa classe, et se dit, ah non, regardez comment ce blog est horrible, ça n'est pas possible que mon image de marque soit associée à ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a toujours fait, il téléphone à son avocat ou à son cabinet d'avocat s'il a un peu plus de moyens, et dit, supprimez-moi ça. Du coup, on envoie la lettre, mais le problème, c'est que l'institutrice a complètement été choquée, quoi. C'est juste un blog pour ses élèves, elle s'appelle Madame Figaro, c'est son nom. Et donc, elle sort la fête sur les réseaux sociaux, et tout le monde décide de l'aider, et dire, enfin, c'est scandaleux, qu'est-ce qui vous a fait le blog? Et c'est vrai, on met devant le fait accompli Le Figaro, en quoi un blog envers ses élèves, ses étudiants, ça gêne? Et donc là, forcément, ils ont dû faire marche arrière. En Belgique, il y a eu un cas similaire, c'est le cas Quack contre une bière wallonne qui s'appelait le quoi des bois cornus ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment une bière vraiment peu connue. Et ils ont dit, vous avez repris la même forme que notre verre. Et donc, ils s'attaquent en justice. Et le problème, c'est que ceux qui possédaient l'eau de bière n'avaient plus les moyens financiers pour payer toutes les procédures juridiques. Et ils sont allés dans la presse, au soir, etc. Et donc ça a fait le tour, et sur les réseaux sociaux aussi, il y a eu une véritable montée en puissance des internautes contre Quack, et ils ont pris d'assaut la page Facebook de Quack, et à l'époque, sur Facebook, n'importe qui pouvait publier sur le mur d'une marque, et c'était visible à tout un chacun. Et ils avaient fait juste une page Facebook pour faire du marketing, c'est-à-dire ils mettaient juste leur annonce professionnelle, et ce qui fait que pendant 2 mois, tous les messages ont pu circuler et tout le monde pouvait poster et tout restait accessible à tout un chacun et même aux 10 000 fans de la page. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un postait, un des fans pouvait voir ça sur sa timeline. Ça en est même arrivé à un point où l'agence marketing qui s'occupait de Quack est arrivée tout d'un coup, ils avaient juste une campagne, ils ont dit « Ah, aujourd'hui on fait un concours ». Et ils ont laissé tous les posts, ils n'ont même pas répondu, ils n'ont rien vu, etc. Et finalement, en plus de perdre en termes d'image, ils ont perdu le procès. Parce qu'en plus, la bière wallonne avait été aidée par du crowdsourcing, etc. Le dernier détail, c'est le détail qui tue. C'est ce que j'ai appelé un peu le phénomène « there is an app for that ». C'est-à-dire que si jamais, dans un de vos produits, dans un de vos visuels, il y a ne serait-ce qu'un truc à prendre, il y a quelqu'un qui va l'exploiter. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 100 personnes qui passent devant un message, ils ne vont rien dire, mais il suffit d'une qui donne la clé de décryptage pour que tout le monde dise « ne voit plus que ça ». Je vais m'expliquer. Vous avez par exemple ça, un visuel qui était, c'est juste une cafetière. Et la majorité d'entre vous ne verront que juste une cafetière, sauf si vous avez déjà vu. Mais à partir du moment où je vous montre ça, vous allez comprendre la clé de lecture. Et donc vous passez devant cette cafetière, il n'y avait aucun souci, mais il suffit d'une personne qui dit « Oh, c'est Hitler !» et qui vous mette Hitler à côté de la cafetière, et vous dites « Mais oui !» C'est vrai, et vous ne verrez maintenant plus que ça.
Vous verrez vraiment plus que ça. Ici, par exemple, vous avez un détail que vous n'avez certainement pas vu, à part si vous êtes vraiment sémiologue ou spécialiste de la religion, c'est-à-dire que dans le visuel, il y a le Sacré-Cœur de Jésus qui symbolise en fait le sacrifice de Jésus. Et avec un visuel utilisé par une marque qui est l'enfer c'est moi, c'est très mal passé auprès des communautés catholiques qui sont venus se plaindre et donc ils ont dû retirer toute leur campagne. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit détail, mais c'est le détail qui tue. C'est le détail qui fait la différence. Ici, vous ne verrez pas directement non plus, parce qu'en fait, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous donne le message, vous aurez très rapidement compris, mais ça met du temps, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, voir, ok, la forme du chip, c'est quoi ? Ok, c'est une étoile, ok, l'étoile, elle est quand même un peu bizarre, ok, oui, et en plus, il y a au four, donc des étoiles juives au four, ok, et là, boum. Mais à partir du moment où quelqu'un sort l'affaire juste avec le visuel qui dit, mais enfin, ils font des chips au four avec des étoiles juives, bah là, tout le framing, le cadrage, il est fait. Et vous allez courir derrière, c'est-à-dire vous allez devoir expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait des chips en forme d'étoile. Et peut-être que juste vous avez dit « oh c'est joli » et que le chef de produit est arrivé avec 5 visuels d'étoiles, vous avez choisi celle-là, vous n'aviez pas du tout d'idée derrière la tête, mais on vous sort l'affaire comme ça, et donc là tout est problématique. Ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire que maintenant vous allez devoir avoir un code de sémiologie pour savoir toutes les significations. Vous aviez ici Ariel, qui a lancé un packaging en Allemagne avec 88 et 18. Et c'était vraiment ça. Et en fait, c'était juste la concentration d'un des produits, je ne sais pas, je ne suis pas chimiste, je laisse ça aux spécialistes. Mais en gros, en Allemagne, 8 c'est H, et 88 c'est Heil Hitler, et 18 c'est Adolf Hitler. Et si vous lancez 88 et 18 en même temps, c'est que vous saviez les codes, et que finalement, vous avez dû changer tous vos packaging parce que ça ne passait pas. Parce qu'en Allemagne, ils connaissent très bien ces codes, et c'est des codes qui sont utilisés dans les jeunesses hitlériennes, et donc ça ne se fait pas. Ici, vous ne trouverez pas non plus, à part si vous êtes vraiment un pro en géographie, et que depuis qu'on a sorti les cartes de la Flandre un peu bizarres, vous avez regardé toutes les cartes de provinces qui veulent la sécession. Mais en gros, c'est une carte du Maroc, mais il manque un petit bout, c'est-à-dire toute la partie subsaharienne, qui est en révolte et qui veut se séparer du pays. Donc là, vous êtes Burger King et vous avez un visuel sur tous vos verres avec un problème. Et donc là, vous devez vous excuser, vous devez expliquer pourquoi est-ce que vous avez cette carte, et donc là, il y a un souci. Pourtant, c'est juste un petit détail, mais c'est le détail qui tue. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, pour être sur le web, il faut parler. Et pour parler, il faut avoir quelque chose à dire. Et donc, pour être le petit malin, il faut trouver le détail qui tue. Et donc, c'est des gens qui cherchent que ça. Il y a 99 personnes qui vont passer, il y en a une qui va donner la clé. Dernier cas, c'est juste pour être dans l'actualité, mais on a eu ça pour vous montrer vraiment que si vous devez avoir une lecture pour éviter ce genre de choses-là, c'est toute la sémiologie de l'Empire nazi ou de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ici, en fait, il y a les rayures. Alors techniquement, ici, les rayures sont horizontales. On va rentrer vraiment dans la sémiologie. Les rayures sont horizontales, techniquement, les habits de prisonniers juifs sont verticales. Mais c'est juste les rayures blanches et noires. Et donc, même les rayures blanches et noires sont décryptées comme ça. Et vous avez ce petit triangle qui, en fait, représente un des symboles qui étaient présents sur les uniformes de prisonniers juifs. Et ça, c'est une association de protection des juifs qui a fait sortir l'affaire, sans quoi personne n'avait vu quelque chose. Et donc vous avez aussi des gens qui doivent se servir d'une autre théorie, c'est-à-dire l'artefact de communication, c'est-à-dire ces gens, pour être dans la presse, pour faire parler d'eux, pour exister, parce qu'eux aussi ils galèrent, ils se servent d'un prétexte matériel ou immatériel qui va servir d'appât à la presse. Et donc là, techniquement, vous voyez ça, c'est vraiment parfait pour dire que vous combattez pour les droits des juifs, etc. Et donc, c'est vraiment un point important, c'est tout le détail. Et vraiment, dans la majorité du temps, vous n'aurez jamais c'était jamais intentionnel. Et pourtant, on va vous dire, c'est intentionnel. Parce que d'office, on pense que les entreprises et les organisations sont le mal. Voilà pour tout ce qui avait changé, pour moi, depuis qu'on parle de e-reputation. Mais e-reputation, pourquoi est-ce qu'on met un petit E devant ? C'est la question à laquelle je me suis pensé. Je me suis lancé dans une thèse, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'e-reputation ? Pourquoi est-ce qu'il y a un E devant ?
Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais comme n'importe quel historien ou n'importe quel chercheur, je regarde tout ce qui a été dit avant. Je dis, voilà, qu'est-ce que les chercheurs en réputation ont dit? Et là, j'ai cherché, et il y a un des grands théoriciens qui était von Braun, qui a trouvé tous les angles de la réputation à travers les chercheurs. Vous voyez, par exemple, l'angle économique, c'est-à-dire que là, pour eux, c'est la capitalisation des actions passées pour illustrer ses attributs et qualités. Ouf, je m'explique. Ici, vous avez par exemple 1000. Alors 1000, si je vous dis 1000, vous pensez tous à cette machine à laver qui traîne dans votre sous-sol, mais qui marche toujours. Et tout le monde a ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas acheté de 1000 depuis 20 ans, mais vous savez que c'est du bon. Pourquoi? Parce que par rapport aux actions passées, vous savez que ce sera du bon. Et donc c'est exactement ça, c'est-à-dire aussi la somme des informations à propos d'un service ou des produits d'une entreprise. C'est-à-dire que dans une situation d'incertitude, je veux acheter un nouveau produit, je vais être rassuré par le fait que la marque elle soit habituelle. Parce que d'habitude, ils font quelque chose de bien. Sur le web, la somme des informations, c'est quoi? C'est tout ce que Google en dit. Vous tapez le nom de la marque, 1000, vous avez toutes des informations, vous avez tous des consommateurs qui en parlent, et donc, finalement, on peut s'y retrouver. Donc là, je ne vois pas pourquoi le i est devant. Vous aviez ensuite la stratégie qui disait que la réputation, c'était bien, c'était un actif, mais par contre, c'était une barrière à la mobilité. C'est-à-dire que vous avez des marques qui ont une réputation, mais qui leur colle à la peau. Ils veulent changer, ils veulent avoir un nouveau départ, mais ça leur colle à la peau. Imaginons que maintenant 1000 veut faire du low cost, ça va être problématique. Imaginez Ryanair qui pendant 10 ans est venu chaque année nous dire tout ce qu'ils allaient faire pour que ça soit gratuit. Donc on va faire voyager les gens debout, les gros payeront double, on va mettre des pornos dans les iPads, etc. etc. Tout d'un coup ils disent on est une marque premium, on fait du haut de gamme. Non, pourquoi? Parce que la réputation ça met du temps à se construire. Et donc, forcément, vous allez garder les traces. Et sur le web, c'est la même chose. Imaginez, vous êtes un hôtel et vous avez décidé de faire des travaux pour améliorer votre hôtel. Le problème, c'est que tous ceux d'avant, après les travaux, n'auront pas le même hôtel. Ceux qui seront dans l'hôtel pendant les travaux vont se dire « il y a du bruit, etc. » mais les commentaires vont rester. Et donc, finalement, vous allez avoir pendant un temps une espèce d'actif inerte qui va vous coller à la peau. Parce qu'à chaque fois, quand on voudra voir l'hôtel, on verra des travaux ou on verra une situation antérieure. Et il faudra vraiment qu'à partir du moment où les travaux sont finis, il y ait un certain temps d'internautes qui postent pour que vous récupériez la réputation. Donc là encore, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a ce « e ». Vous avez ensuite l'angle marketing qui disait c'est la mémorisation d'une image, c'est-à-dire qu'on met c'est toutes les images que vous avez en tête, c'est ça la réputation. On vous dit 1000, vous avez un ensemble d'images, toutes ces images forment la réputation d'une organisation ou votre réputation. Il y a eu un consultant qui s'appelle Fred Cavazza qui a dit il n'y a pas de T-reputation pour la TV ou de E-reputation pour la radio. C'est vrai. Pourquoi est-ce que l'image qui serait sur le web serait différente de l'image qui est à la télé? C'est exactement pareil. Donc là encore, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on mettrait un E. Vous avez l'angle organisationnel, et là, c'est des chercheurs qui disaient, finalement, la réputation, c'est, on donne une identité aux employés, et c'est les employés qui la propagent. Donc tout vient d'en haut, on donne des clés aux employés, les employés font en sorte que l'organisation propage une image qui sera, elle, reproduite après auprès des consommateurs. Là, on reprend mes exemples, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vos employés sont aussi les constructeurs de votre réputation. Donc là, je ne vois toujours pas pourquoi est-ce qu'on a un E. Vous avez l'angle sociologique qui dit, c'est l'évaluation par le public. C'est les gens qui disent, celle-là, cette marque, j'aime pas trop. Vous avez exactement la même chose avec les reputations, c'est-à-dire ici, c'est une publicité de géant pour la fête des mères, petit produit ménager. Et donc là, évidemment, les gens ont dit non, j'aime pas. Et donc, forcément, les reputations, c'est aussi l'évaluation des publics. C'en est même son angle plus exacerbé maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, chaque parole du public devient un média. Et donc, forcément, cet angle est présent. Vous avez ensuite l'angle comptable, c'est-à-dire typiquement, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient tous vos actifs, vous possédez tel building, vous avez autant d'employés, tel produit, etc. Vous avez autant de trucs. Ils prenaient le cours de bourse, ils enlevaient les actifs, et voilà, ça c'était votre réputation, pour eux.
Donc c'était simplement une logique comptable. On prend un tout, on enlève, etc. Bah, vous avez exactement la même chose sur le web, c'est-à-dire que vous avez des indices comme le Cloud, le Syntheseo-Rank, qui est un logiciel de veille en gros sur Internet pour récupérer toutes les traces, et un autre que vous ne connaissez certainement pas, d'ailleurs je crois que il a été abandonné. Donc, finalement, e-reputation ou réputation, bah, pour moi, c'est un modèle qui a toujours existé, c'est-à-dire que pour moi, il y a toujours le noyau principal, c'est-à-dire la réputation en tant que telle, c'est-à-dire que c'est toute votre histoire, tout ce que vous avez vraiment comme corps et ce qui est comme image construite. Ensuite, vous avez la somme de toutes vos images. Et ensuite, il y a l'influence. Alors l'influence, elle a toujours existé. Quand il y avait du bouche à oreille, finalement, quand un journaliste disait telle chose de l'entreprise, etc., ça a toujours existé. Mais maintenant, c'est une couche qui est beaucoup plus grande. Il y a maintenant tout ce que les internautes disent. Et pour moi, c'est là où il y a l'e-reputation. Et l'e-reputation et l'influence peuvent devenir une image à travers le temps, et les images construites peuvent devenir la réputation. Et la réputation, c'est la seule chose qui agit sur toutes les couches. C'est-à-dire que si vous voulez tout d'un coup aller dans la sphère d'influence et être complètement contraire à ce que vous avez comme réputation, je vais prendre un simple exemple. Vous aviez la police de New York. La police de New York, avec Occupy Wall Street, etc., ils avaient une mauvaise image. Ils débarquent sur les réseaux sociaux, ils demandent un concours, photographiez-vous avec un policier et mettez-le sur un hashtag. Et dites à quel point on est gentil, etc. Donc là, ils essayent d'agir sur la sphère d'influence. Le problème, c'est que la réputation de la police à ce moment-là, on n'a pas envie de faire une photo avec les flics. Du coup, tout le monde utilise le hashtag pour détourner avec des images de policiers qui maltraitent des gens, etc. Donc on récupère sa réputation, et donc elle agit sur toutes les couches. Ensuite, c'est là qu'il y aura les indicateurs, c'est-à-dire le nombre de vues, etc. Donc pour moi, c'est juste une image, et en fonction de la personne qui va regarder, ce sera comme vous savez, les tâches des psys. Ah ben c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir des éléments qu'une personne va dire « Ah, ça j'aime bien », alors que l'autre va dire « Ah non, ça j'aime pas ». Pourtant, on parle de la même chose. Comme je vous ai perdu, je vais simplifier la chose, c'est-à-dire que je vais prendre un simple exemple, de nouveau avec un hôtel. C'est-à-dire que l'influence ou l'e-reputation, c'est j'arrive à l'hôtel du parc, la personne à l'accueil me répond vraiment de façon mal polie, ça me déplaît, je rentre dans ma chambre d'hôtel et je tweete rageusement, c'est scandaleux, on m'a traité vraiment comme un malpropre. Ça, c'est l'influence. Maintenant, l'image, c'est, malgré ma petite et mauvaise expérience du départ, ça fait maintenant 1 semaine que je suis dans l'hôtel du parc et j'en suis vraiment très content et je le conseillerais aux autres. Et donc, je produis de l'influence. Et enfin, la réputation, ça fait maintenant 10 ans que je viens dans cet hôtel, je suis vraiment content. Oui, il y a eu encore des petits problèmes, oui, on m'a encore mal parlé, mais dans l'ensemble, c'est vraiment l'hôtel parfait et j'y retournerai et le conseillerai à tout le monde. Donc voilà, ça c'est les 3 couches. Maintenant, on va parler des moyens d'action. Que faire finalement si quelque chose de mal vous arrive par rapport à la réputation ? Bah, la première chose, c'est de réagir vraiment vite. Vous avez par exemple le cas SNCF. Qu'est-ce qui se passe? C'est le canard enchaîné qui sort une information comme quoi les rames de train seraient trop étroits pour les trains que la SNCF a commandés. Bon, nous, on a eu la même chose hier en Belgique. On a commandé des avions qui étaient trop grands pour les hangars. C'est exactement la même chose qui s'est passée. Et là, boum, gros pic de tweets, et tout le monde se paye un peu la tête de la SNCF. Mais surtout, des ingénieurs qui sont pointés du doigt. Donc là, il y avait des trucs où on mentionnait l'incapacité des ingénieurs, etc. Et en même temps, vous aviez des images comme celle-ci qui circulaient, avec un salon trop étroit, les nouveaux tickets de la SNCF, la voiture de l'ingénieur de la SNCF. Et bien sûr, comme il faut s'insérer dans un contexte, vous avez du Rex qui profite de la news pour jouer. Donc là, c'est tout ce que les gens ont vu, c'est tout ce que les gens ont partagé, c'était drôle, ils sont vraiment idiots, ces ingénieurs de la SNCF, c'est incroyable, etc. Boum. Mais derrière, en fait, la logique, elle est tout autre. C'est-à-dire que qui a fait fuiter dans le carnet enchaîné? C'est le président des régions de France. Parce que dans la loi, il était dit que s'il y a un investissement qui doit être fait sur les rails, c'est eux qui payent. Donc, il l'a fait fuiter pour ne pas payer. Deuxième chose, il y a une lutte interne. Dans 1 semaine et demie, on votait la réunion de la SNCF et de la RFF, les réseaux ferrés de France. Et donc,
vous avez deux entités, mais il n'y en aura plus qu'une. C'est Game of Thrones, il y en a un qui doit partir. Et donc forcément, il y a eu Luc Rapoport qui est arrivé, qui a sabordé tout en disant oui, c'est la SNCF qui est complètement inculte et qui ne savait rien et qui s'est complètement gouré. Il est arrivé à la matinale, il a fait ça. Et donc finalement, derrière le bruit, il y avait une logique qui est tout autre. Pourquoi ? Parce que finalement, sur le web, la vérité, les gens s'en foutent. Regardez les théories du complot, regardez les autres choses. Ce qui compte, c'est ce qui est vraisemblable. Si vous n'êtes pas vraisemblable, ça ne comptera pas. Parce qu'ils s'en foutent de la vérité, ça doit juste être vrai. Regardez les attentats de Charlie Hebdo, qu'un terroriste a laissé sa carte d'identité dans la voiture, ça n'est pas vraisemblable. Donc il faut trouver une explication. Et donc c'est tout cet enjeu-là. Pour vous résumer aussi l'importance de réagir vite, ici, stratégie très technique, c'est-à-dire qu'on considère les gens comme des points. Plus comme moi, par exemple, j'ai 27 ans, je suis un homme, etc. On s'en fout. On s'en fout de trucs sociologiques. On considère comme des points les gens, et toute interaction, je vous parle, un lien. Et donc là, on s'est tout schématisé. Ici, vous aviez le cas de The Parisienne, c'est-à-dire The Parisienne, c'est le même cas que Madame Figaro, c'est-à-dire que La Parisienne est un cahier du Parisien, et le problème, c'est qu'il y a un blog qui s'appelle The Parisienne. Du coup, ça pose un problème d'image, autant qu'elle vend des trucs, et donc on l'attaque en justice. Elle, blogueuse, photographie simplement ce qu'on lui envoie comme mise en demeure, et elle dit « Aidez-moi, mon blog m'a beaucoup aidé, m'a aidé à passer des mauvaises périodes de ma vie, et là on veut tout m'enlever, etc. » Boum. Donc là, vous avez la situation où elle est au centre, elle diffuse à son réseau, ses followers, puis ses followers discutent entre eux, « T'as vu ce qui s'est passé, etc. » On va avoir une situation où il y a des petites communautés qui vont se créer, qui vont discuter de la même chose mais avec un angle différent. Vous avez par exemple un avocat, Maître Eolas, qui discutait de l'angle juridique de la chose. Oui, ils ont raison d'attaquer, le juge leur donnera raison. Vous aviez par exemple aussi des blogueuses qui étaient en train de discuter, t'as vu ce qui est passé à The Parisienne, se fait attaquer, etc. Ou d'autres. Et donc vous avez des mini-discussions. Petit à petit, les mini-discussions vont grandir, et là vous aviez les deux nœuds, c'est-à-dire qu'on citait le Parisien et la Parisienne. Vous aviez les deux versions qui étaient entendues. Même si le Parisien n'avait pas encore communiqué, on les mentionnait encore comme source possible d'informations. Ça va encore grandir. Et là, on va arriver à un point où, vous avez vu, le Parisien n'est plus du tout cité, parce qu'ils n'ont pas réagi assez vite. Et du coup, il n'y a plus qu'une seule version qui est prise, c'est celle de The Parisienne. Et donc là, ça vous montre l'importance de réagir vite. Autre chose, c'est, face aux réactions négatives, c'est la présence. C'est très simple. Vous avez une remarque négative, BNU, c'est de la grosse arnaque, si vous avez juste ça, ça fait 100% de remarques négatives. Donc, le but, c'est d'être présent pour dire, voilà, moi je mettrai un message positif, ça fera 50% négatif, etc. Et de préférence, si on est présent, il vaut mieux que ce soit dans le triangle d'or de Google, parce que 100% des gens regardent les 3 premiers, et puis après, plus on descend, plus il y a moins en moins de gens qui regardent. Du coup, quitte à être présent, autant être présent dans le triangle d'or. Mais également, c'est relativiser par rapport aux avis négatifs. La plupart du temps, vous avez un consultant en haut qui vient vendre son service et qui donc doit vous faire peur. Et alors, il vous dit, si vous avez un message négatif, votre entreprise va tomber. À part le premier cas qui n'ait jamais eu de bad buzz, aucune entreprise n'est jamais tombée. Donc là, il faut déjà relativiser. Autre chose, vous avez des commentaires négatifs qui ne sont pas forcément. Prenons un exemple, c'est cher. Apple, c'est cher. Un iPhone, c'est cher. Oui, c'est cher, mais c'est ce qu'ils veulent. C'est une marque premium. Si vous voulez la qualité, il faut acheter. Et donc, vous avez un commentaire négatif, mais qui est dans le positionnement de l'entreprise. Et donc forcément, ça nourrit le positionnement. Vous avez aussi des études qui ont été prouvées, c'est-à-dire qu'on a mis sur eBay des produits et on a mis 100% d'avis positifs, ça ne rassurait pas les gens. Tout le positif, ça ne rassure pas. 100% de positif, ça fait « ouh, il y a quelque chose qui cloche ». Par contre, quand il y avait certains commentaires négatifs, ça rassurait. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Vous aviez un appareil photo, il pouvait faire des photographies seulement à 300 mètres. Si vous aviez un commentaire négatif qui disait « il est génial, hein, mais franchement, 300 mètres, c'est moyen ». Si vous voulez juste faire des photos dans votre salon, vous en foutez un peu d'aller au-delà des 300 mètres. Du coup, c'est négatif, mais si une personne qui commande négativement n'a que ça à dire, c'est très bien. Et du coup, ça va vous rassurer. Autre chose, c'est-à-dire que tout ce qui est négatif, c'est très bien, parce que si vous êtes positif partout,
ça veut dire que vous n'existez pas. Si vous pouvez contenter tout le monde, c'est que vous n'avez pas d'identité. Forcément, si vous avez du négatif, c'est très bien, parce que ça vous structure. J'avais cette phrase qui était Batman sans le Joker, c'est juste un connard en collant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas quelqu'un qui vient vous dire ça c'est négatif, bah, vous ne savez pas vous structurer, vous n'avez pas d'identité, vous êtes pauvre, vous n'avez pas de relief, vous n'avez pas d'authenticité. Donc ça c'est important. Ne pas chercher la censure ou l'action juridique, bah ça je pense avoir bien fait le tour, c'est-à-dire que vous avez l'effet stressant, c'est-à-dire que vous voulez cacher quelque chose et finalement en voulant cacher, c'est 10 fois plus visible. Ça porte le nom de Barbara Streisand. Pourquoi? Parce qu'il y avait un simple géologue qui veut étudier les roches, qui a fait une photo de sa maison. Barbara Streisand voit ça, elle dit « mais enfin c'est scandaleux, on a photographié ma maison ». Mais c'était dans un livre où personne ne savait que c'était la maison de Barbara Streisand. Elle l'attaque en justice pour dire « je veux que cette photo soit enlevée », bah, tous les journalistes sont sur le coup. Du coup, vous voulez cacher quelque chose, mais les journalistes ont fait sortir toute la photo. Vous avez exactement la même chose avec François Hollande. François Hollande, l'AFP envoie une photo malencontreuse qui n'est pas très belle. Il n'y a aucun journaliste censé ou qui veut être crédible qui publierait la photo dans un article. Parce que pour illustrer, François Hollande présente la rentrée, c'est pas très porteur comme article. Par contre, quand l'AFP enlève la vidéo, enfin enlève la photo, ils disent ne prenez surtout pas cette photo. Bah là, boum. Si vous n'aviez pas un article pour prendre la photo comme illustration, vous venez d'en avoir un. AFP veut qu'on supprime la vidéo de François Hollande, la photo de François Hollande. Et donc là, on a une information qui se crée, et là, je peux mettre ma photo, elle sera très bien, et ça fait le tour du web. Même chose avec Beyoncé. Et finalement, pourquoi? Parce que la plupart du temps, on vous dit non, il ne faut pas censurer, etc. Je préfère vous expliquer pourquoi, parce que si on vous apprend à pêcher, c'est beaucoup mieux que vous donner juste un poisson. Il faut revenir à l'origine du web. L'origine du web, c'est quoi? Si on détruit un des maillons, les autres vont prendre la place. C'est-à-dire que s'il y avait une attaque nucléaire, c'est pas grave, d'autres allaient prendre le dessus. Bah, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si vous supprimez un des maillons, bah, on va trouver un autre moyen d'aller dedans. Donc du coup, il vaut mieux avoir sur ses propres espaces que sur des espaces étrangers. C'est une règle de bon sens. Pourquoi? Parce que quand, après 2 mois, tout le monde aura oublié, vous pouvez passer, vous faites le ménage, vous avez tous les droits pour supprimer. Alors que si ce n'est pas sur votre espace, vous devez aller demander « Vous pouvez supprimer ma vidéo, s'il vous plaît ?» Ah non, ok, ça va. Donc toujours avoir sur ses propres espaces, c'est beaucoup mieux. Et aussi parce que si vous faites aller les gens autre part que sur vos espaces, vous devez avoir un logiciel de veille qui va chercher autre part. Alors que c'est beaucoup mieux d'avoir chez soi, c'est beaucoup moins, ça coûte beaucoup moins en termes de temps et en termes d'argent. Une des solutions, c'est ce que j'ai appelé le déplacement latéral. C'est par exemple ici, vous aviez une jeune fille dont l'ex-petite amie avait publié des photos, pas à son avantage, de sextape, hein, et ça circulait, et elle avait beau attaquer en justice et faire supprimer les photos, elle réapparaissait de toute façon. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé, il y a des photos de moi nus qui circulent, bah, autant que ce soit moi qui les envoie. C'est moi qui vais faire mes propres photos, c'est moi qui vais montrer. Privilégier le dialogue plutôt que la communication unilatérale, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez une situation où vous aviez une entreprise qui envoyait son message à travers son image à travers un message vers un public défini, et ce public-là produisait la propre image du message. Et pour avoir ce I', donc l'image qui était produite, c'était très dur, sauf des enquêtes de satisfaction et des trucs très poussés. Bah maintenant, on est plutôt dans une situation comme ça, où de passif, l'utilisateur devient actif, et donc forcément, il faut construire son message avec les gens. Et vous insérez dans un contexte. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous étiez là dans votre tour d'ivoire, vous enviez un message, etc. Maintenant, vous êtes là dans l'univers des gens, vous êtes dans leur vie. Donc forcément, vous devez insérer. Et finalement, une crise, c'est quoi? C'est quand ce processus se stoppe et les gens disent « Ah, oh, stop, l'image que tu viens de m'envoyer, je ne suis pas d'accord. Le produit que tu as, la communication que tu as, ce n'est pas en accord et donc ce n'est pas du tout ce que je désire. » Et du coup, pour s'insérer dans le contexte, il faut penser plus aux consommateurs. C'est-à-dire que moins à nous, plus aux consommateurs. Et se mettre à la place, être user-centric. Et pour ça, pourquoi ? Parce que si vous voulez que le message se propage, si vous communiquez juste sur les réseaux sociaux, vous allez avoir 500 impressions, quelque chose comme ça. Vous voulez plus, donc vous devez avoir du retweet. Mais pour que les gens retweetent, pour qu'ils mettent leur tête à côté, qu'ils authentifient le message, il faut qu'ils s'en prennent du message. Du coup, il faut leur laisser l'occasion de le faire. Et donc, il faut contextualiser le message en s'insérant dans le quotidien de l'utilisateur, en personnalisant le message, en le surprenant ou en s'insérant dans l'actualité.
Et tout ça, finalement, ça va produire un truc qui sera non immersif, c'est-à-dire on aura moins l'impression de publicité, et donc on aura l'air plus vraisemblable. Parce que l'enjeu sur le web, c'est d'être plus vraisemblable. S'insérer dans le contexte, c'est aussi s'insérer dans les actualités qui circulent. Ici, vous avez des cas d'entreprise, par exemple, un community manager de Celeb Boutique, il avait envoyé une robe à Kim Kardashian, et Kim Kardashian, c'est la reine du buzz. Et il s'attendait à ce que ça buzz autour de la robe de Kim Kardashian. Et tout gentil, il se connecte sur son ordinateur et sur Twitter, et il voit Aurora en trending topic, la robe qu'il a fait porter à Kim Kardashian. Alors là, il est content. Donc il tweet « Ah, trop bien qu'on soit en trending topic Aurora, ça c'est vraiment grâce à Kim Kardashian. » Le problème, c'est qu'au même moment, Aurora, c'était pas du tout pour la robe, c'était parce que sur le campus Aurora, il y avait 4 personnes, étudiants, qui venaient de se faire ramasser une balle dans la tête. Et donc là, c'était pas très porteur. La même chose pour Air France, c'est-à-dire qu'avec le tsunami, ils avaient un algorithme qui tournait pour les billets, et donc si vous vouliez rentrer du Japon, éviter le problème nucléaire, il fallait payer 400 000 €. Et il n'y avait personne à ce moment-là, pourquoi? Parce qu'on était dimanche. Très récemment, il y a eu British Airways avec une publicité qui nous invitait à nous évader dans l'océan Indien. En plein moment où l'avion de la Malaysia Airlines venait de se crasher et qu'on était en train de la chercher justement dans l'océan Indien. Donc là, c'est pas très porteur. C'est pas uniquement en termes d'actualité, mais aussi en fait de s'insérer dans un contexte en termes de valeur. C'est-à-dire que là, vous aviez un Photoshop d'un tight gap, donc c'est cet écart très mince entre les jambes. Et il faut donc être très mince, et du coup, c'est un fléau pour les adolescentes qui ne mangent plus et qui deviennent anorexiques. Et donc, une marque qui fait un Photoshop flagrant où on a perdu un morceau de la culotte, il y a des gens qui disent « mais enfin, c'est scandaleux, vous promotionnez le tight gap ». Pas très porteur en termes d'image de marque non plus. Vous aviez la quenelle d'Astérix, typiquement, vous savez qu'il y a des quenelles qui tournent, vous dites quand même à vos mascottes, il y a un message, si c'est comme ça, il ne faut surtout pas qu'on vous mette dedans. Parce que là, il n'y a eu pas une seule photo, il y en a eu 12 avec 12 personnes différentes. Tous. C'était devenu presque un jeu. Photographie-toi en train de faire une quenelle avec Astérix et Obélix. Donc, en termes d'image de marque aussi, c'est pas très porteur. Et enfin, KitKat, c'est savoir que l'huile de palme devient un sujet problématique, et donc c'est possible qu'il y ait des ONG qui viennent nous le reprocher. Ensuite, il y a ce que j'appelais le marqueur temporel. Vous vous souvenez, on les trace. Et vous vous souvenez, dans 3 ans, c'est possible qu'on retourne voir les traces. Et du coup, se pose une vraie question, c'est-à-dire, si j'ai envie d'être plus vraisemblable, parce que l'enjeu, c'est d'être vraisemblable, j'ai peut-être intérêt à avoir un discours que j'ai dit avant. C'est-à-dire que typiquement, le cas de la SNCF, pourquoi est-ce que j'étais le premier, parmi tous les médias, à sortir et dire il y a une vérité obscure derrière? C'est parce qu'il y a eu, en janvier, dans un rapport, c'était déjà mentionné qu'ils devaient acheter. Et donc, c'était déjà une décision qui était prise par la RFF et la SNCF. Et donc, il y avait une trace, un marqueur, qui me permettait de dire en janvier, s'ils le mettaient, en mai, c'est logique qu'ils trouvent ça normal. Et donc, c'est une marque qui vient crédibiliser le message. Et donc, si vous mettez en place des marques, des marqueurs temporels, vous aurez l'air plus vraisemblable. Et donc, la question qui se pose, c'est quel sera le futur? Est-ce qu'il y aura plus de smartphones? Est-ce qu'il y aura moins de smartphones? Est-ce qu'on aura des familles uniparentales ou homosexuelles? Est-ce qu'on aura... C'est toutes des questions de société qui vont vous dire, si je prends déjà le wagon maintenant, j'aurai l'air plus vraisemblable et donc ma communication sera mieux. En situation de crise, si je communique en amont, j'aurai l'air beaucoup plus vraisemblable quand je serai en communication de crise. Et donc là, c'est tout un enjeu. Et finalement, le but de ça, c'est que vous avez vu, on a fait du marketing, on a vu des choses anciennes, on a vu que le I n'avait pas vraiment Dieu d'aide, mais qu'il y avait des choses qui se transformaient. Et donc moi j'ai cette phrase qui est un vrai leitmotiv sur tout et qui résume tout, et c'est une phrase de chimiste, c'est Lavoisier, c'est « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et donc tout ce que vous avez à voir, c'est juste comment votre entourage se transforme, parce que les bases théoriques seront toujours les mêmes, les phénomènes seront presque toujours les mêmes, mais il y aura juste des phénomènes qui vont se transformer. Et le but pour vous, c'est de comprendre ces transformations pour être en avance via le marqueur temporel. Donc voilà. Merci.